Nos meilleurs vœux de bonheur à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro de décryptage de cette année nouvelle. Aux quatre coins de l'Afrique, les habitants ont célébré le Nouvel An 2025, une célébration marquée la veille par le traditionnel message de vœux des différents chefs d'État. Je vous propose un tour d'horizon entre la zone CEDEAO et CEMAC pour décrypter l'essentiel des messages de quelques dirigeants, lesquels marqués par d'importantes résolutions sur le plan politique. À cet effet, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC et le Cameroun nous intéresseront particulièrement. Mamadou Diouf, bonsoir et bonne année à vous. Merci, bonne année à vous, bonne année à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Souhaitons surtout que cette année soit celle-là qui permettra de ramener la paix en Afrique et dans le monde. La paix est toujours la paix. Les chefs d'État africains se sont livrés donc au traditionnel exercice des vœux télévisés pour l'an nouveau. On a noté beaucoup d'engagements pris ici et là. Oui, c'est le propre de ces discours traditionnels. Mais je me dis que les conseillers en communication des présidents gagneraient à faire relire au président leur discours des années précédentes avant qu'ils ne lisent le discours de l'année nouvelle. Un souci de continuité, peut-être? D'abord, un souci de continuité, mais pour le souci également d'éviter qu'on vienne ajouter des engagements sur des engagements qui avaient été pris et qui n'ont pas été respectés. Parce que souvent, quand nos présidents font un bilan, quand vous regardez, ça donne souvent l'impression d'une communication plutôt politique. Alors qu'un bilan, c'est voilà ce qu'on avait prévu. C'est voilà ce qu'on a pu faire. Voilà ce qui manque et voilà pourquoi. Bon, quand le bilan se limite aux réalisations en ne disant rien sur les autres aspects, on n'a pas présenté un bilan, on a présenté un aspect d'un bilan, alors que quand quelqu'un a fait 1-2 mandats, il y a plusieurs engagements qui ont été pris. Est-ce que ces engagements ont été respectés? Ça fait que de plus en plus, le discours a son caractère solennel, mais il a quel crédit auprès des populations qui l'écoutent? En termes de bilan, il y a eu des avancées, mais nos dirigeants reconnaissent qu'il reste encore du chemin à faire, notamment vers une économie prospère, une souveraineté nationale, ou encore l'enracinement d'une vraie démocratie, sans oublier le plan sécuritaire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut relire les discours. Que l'on prenne l'espace CEDEAO ou que l'on prenne l'Union africaine en tant qu'espace, il y a un cap qui est là. Si je prends la CEDEAO, c'est l'écho. On doit aller vers une monnaie unique. Mais chaque année, on doit pouvoir nous dire... Le débat est sur la table depuis bien longtemps. Oui, il faut qu'on nous dise... Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait en 2025? Parce que c'est étape par étape qu'on y arrivera. Cette question de l'Union africaine également. La question de la ZLECAf, la libre circulation des biens et des personnes au niveau du continent africain. Il faut qu'on nous dise où on en est parce que c'est ça qui va obliger nos États à faire le travail étape par étape pour qu'on aboutisse aux objectifs. Mais quand on ne le dit pas, on attend que le délai arrive, on se rend compte qu'on n'a pas pu le faire, on décale tout simplement pour aller vers d'autres années. Mais depuis quand on parle de monnaie unique en Afrique? Depuis quand on parle de monnaie unique au niveau de la zone CEDEAO? Mais ça ne s'est pas matérialisé parce que, comme je disais, il fallait qu'on regarde qu'est-ce qu'on avait dit les autres années. Et ça leur aurait permis de se rendre compte que, mais attendez, il y a des engagements pris qui sont là et qu'on n'a pas pu respecter. Sur les questions de la démocratie, sur les questions de la souveraineté, pour moi, ces éléments doivent être des fondamentaux dans les discours. Et quand je dis fondamentaux, c'est le principe ici qui me fait parler. C'est la fin de l'année, mais c'est le moment de faire de l'introspection. Et quand je dis introspection, ce n'est pas le président de la République seul. C'est le président de la République, mais c'est chacun d'entre nous. On a vécu ensemble pendant une année. Qu'est-ce que nous avons fait ensemble pour avancer? Parce que c'est qu'est-ce que nous avons fait ensemble pour avancer en 2024 qui sera à l'origine des avancements de 2025. Et justement, les défis sécuritaires et les crises économiques auraient le plus affecté nos différents États au cours de l'année écoulée, obligeant une revue à la hausse des budgets d'État. On s'est rendu compte en fait aussi que chaque pays a ses propres défis. Mais dans l'ensemble, les réalités sont presque les mêmes. Mais bien sûr, quand on prend la question de la souveraineté, c'est un problème partagé. Il faut qu'on règle cette question de la souveraineté. Et qu'on la règle une bonne fois
pour toutes. Ce que j'appelle une bonne fois pour toutes, il ne s'agit pas d'en faire un slogan. Et cette souveraineté, ça commence par les populations. Il faut qu'on laisse le peuple s'exprimer et qu'on cesse de parler au nom du peuple. La souveraineté, c'est le peuple d'abord. Tant que cette souveraineté-là n'existe pas, ce n'est même pas la peine de parler d'une autre souveraineté. Mais quand cette souveraineté-là existe, mais il faut s'adresser à nos populations pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de changer la mentalité des populations, c'est de changer également notre façon de faire. Je prends un exemple tout simple. Le Togo fait moins de 60 000 km². Est-ce que chaque Togolais peut continuer à avoir un lot en termes de maisons et qu'il y ait encore des champs, qu'il y ait encore des espaces pour faire du sport? Mais faites le rapport d'un point de vue statistique, on vous dira à telle année toute la surface du Togo sera utilisée. Mais il faut qu'on change les mentalités pour qu'on comprenne que sur un lot, autant on peut construire une maison, autant on peut construire 20 maisons. Il suffit de construire en hauteur pour avoir 20 maisons sur le même espace. Et ça, il faut qu'on le mette dans l'esprit des gens, mais il faut qu'on mette dans l'esprit des gens aussi que quelqu'un ne peut pas venir avoir 50 lots tout seul. Parce que c'est sur ces mêmes espaces, moins de 60 000 km², que devront vivre les Togolais de demain et les Togolais d'après-demain. Mais quand on ne met pas tout ça dans l'esprit des populations, mais vous voyez, on a un problème foncier dans tous nos pays. Il sera problème foncier tant qu'on ne va pas aller vers les véritables solutions. Et parlons justement du Togo. Dans son adresse à la nation, le président togolais Faure Sozina-Gnassingbé a annoncé des ambitions en matière d'énergie et de l'industrie, sans oublier l'éducation, la santé, le social qui reste donc un défi majeur. Mais toutes ces questions sont importantes. L'énergie, on ne peut pas parler de développement sans énergie. Aujourd'hui, avec tous ces matériels qui sont utilisés pour faciliter la vie aux gens, tous ces matériels, on ne peut pas les utiliser pratiquement sans de l'énergie. La question de l'éducation, la question de l'industrialisation qui moi m'intéresse beaucoup, ça également, il faut que les gens s'arrêtent là-dessus. Il n'y a pas des Togolais qui sont capables de coudre des habits. On ne peut pas avoir une usine qui fabrique des tissus. Il n'y a pas de Togolais qui sont capables de fabriquer des chaussures. Mais est-ce que vous imaginez la quantité d'habits et de chaussures qui viennent d'ailleurs pour être vendus au Togo? Mais ça veut dire que ceux au Togo qui sont capables de faire ce travail sont concurrencés par d'autres qui viendront prendre le marché, emporter l'argent, et ceux-là seront toujours au même niveau. Mais il faut de l'industrialisation au niveau de tous ces aspects. Je ne parle pas de la production agricole, la conservation d'abord des produits, parce qu'on en perd énormément. Leur transformation qui leur donne une certaine plus-value avant qu'on les mette sur le marché, voire même qu'on occupe toute la chaîne pour vendre le produit fini au lieu de vendre un produit semi-fini. Parce qu'en ce moment, on ne vend plus de la matière première qui aujourd'hui perd de la valeur, mais on vend un produit fini en ayant la valeur ajoutée et on ne va pas me dire que nos pays n'en ont pas besoin. Et le pays connaîtra un tournant majeur en 2025 avec le changement de régime allant vers une véritable démocratie parlementaire, a rassuré le chef de l'État. Oui, ça va être une nouvelle expérience pour le Togo avec un régime parlementaire. On attend de voir ce que ça va donner parce qu'un régime parlementaire est un régime exigeant parce qu'il va falloir que des élections se fassent, il va falloir que les députés puissent être les députés du peuple parce qu'une bonne partie du pouvoir va se retrouver plutôt au niveau de l'Assemblée, mais il va falloir que ces députés prennent leurs responsabilités pour assumer le mandat qui leur a été confié par le peuple. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la fin de toute présence militaire étrangère dès 2025, prônant aussi une rupture avec un système ancien. Oui, ils ont déjà commencé la question de la rupture par rapport à l'ancien système. On le voit à travers le travail de transparence qu'ils font sur bien des aspects actuellement au niveau du Sénégal. Apprécier et critiquer, parce qu'un travail n'est jamais parfait. Quand c'est pas parfait, il faut accepter que les populations puissent critiquer pour qu'on puisse aller dans le sens de parfaire là où ça ne l'est pas. Sur la question des forces étrangères, son discours est extrêmement clair. On ne parle pas de départ des forces françaises. On dit que sur la base de la souveraineté du Sénégal, il ne doit pas y avoir de base étrangère au Sénégal. Donc ce n'est pas une question de France ou pas, parce que comme on le sait souvent dans nos pays, ce n'est pas la France seulement qui est présente. D'autres pays comme les Américains par exemple sont souvent présents en cachette dans tel ou tel autre pays sans le dire. Souvent c'est quand il y a un problème qu'on se rend compte qu'ils étaient sur place. La position du Sénégal est extrêmement claire.
il s'agit de ne pas permettre à un pays étranger d'avoir une base militaire au Sénégal, quel que soit le pays. Et on note la même décision avec le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, mais la démarche semble ne pas être la même. La démarche n'est pas la même, puisque si on parle de rétrocession d'une base de l'armée française, ça veut dire que les Français vont transmettre cette base aux soldats de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que dans les discussions de Bockel, il y avait ces propositions, puisqu'il y avait plusieurs hypothèses. La réduction était une des hypothèses. Le fait de ne plus avoir de bases françaises, mais d'avoir de bases qui sont des bases nationales, où quand les Français interviennent, ils viennent intervenir sur des bases qui sont des bases nationales, ou bien la question de l'instruction, on n'a plus les militaires qui sont là, c'est plutôt des instructeurs qui sont là juste pour la formation, etc. Il y a toutes ces hypothèses qui sont là. Sur la Côte d'Ivoire, pour le moment, il est clair qu'il y aura une rétrocession. Au-delà de la rétrocession, qu'est-ce qu'on a? On ne l'a pas pour le moment de façon extrêmement claire. Est-ce que rétrocession signifie qu'il n'y aura plus de soldats français? Ou bien rétrocession signifie qu'il y aura des soldats français, mais dans une base ivoirienne. On n'a pas encore tous ces éléments d'information pour questions pouvoir qui restent posées. Mamadou Diouf, il faut le noter que les armées nationales dans nos pays francophones d'Afrique se sont considérablement modernisées ces dernières années. Cela est une évidence quand même. Mais c'est une évidence. Il y a une montée en puissance des armées africaines. Mais la montée en puissance nous a été imposée, parce que ça aussi, il faut le dire. La menace sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, qui a un caractère transversal, a fait qu'il y a une montée en puissance, pas seulement en Afrique. L'Allemagne a revu fortement son budget sur le plan militaire en tirant l'expérience de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En Afrique, c'est la même chose avec la menace des groupes armés terroristes. Tout le monde se rend compte que du jour au lendemain, on peut être confronté à ce problème. Il faudrait prendre les dispositions à l'avance pour ne pas être confrontés à ce que des pays qui ont connu ces groupes armés ont été confrontés au départ. Et c'est important également parce que le professeur Cheikh Anta Diop le disait, le développement, la souveraineté, c'est également cette force militaire. Si les Américains sont respectés aujourd'hui, une des raisons, c'est leur force sur le plan militaire. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Il faut qu'on ait des militaires capables de préserver l'intégrité de nos territoires et d'assurer la sécurité à l'intérieur. Et en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a marqué la fin de l'année par un geste symbolique. Il a signé une ordonnance accordant une mesure collective de grâce. Oui, souvent c'est le 1er janvier dans plusieurs pays est marqué également par cette façon de gracier un certain nombre de personnes sous forme de remise de peine, de réduction de peine, etc. On en profite également souvent pour résoudre des problèmes politiques. Où parfois il y a des prisonniers, discutés politiques ou pas politiques, on en profite pour les mettre dans la grâce présidentielle et ça résout en partie le problème. La Côte d'Ivoire l'a fait à un moment, on l'a vu également au Congo, Brazzaville à un autre moment. La grâce, c'est une disposition qui est là, dont le président de la République peut bénéficier pour permettre à des gens de quitter les liens de la détention. De cap sur le Cameroun, à présent, bientôt 92 ans, le président Paul Biya maintient le doute quant à sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Moi, il y a une phrase qui m'a surtout marqué. Il dit « Ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien. » C'est une très bonne chose. C'est un citoyen camerounais. Il est tout à fait normal qu'il soit à la disposition du Cameroun pour assurer le développement du Cameroun. La question que je me pose, c'est quelle est la détermination des populations à vouloir qu'ils continuent à être leurs serviteurs. On parlait tout à l'heure des défis de la démocratie. Je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrête de parler au nom du peuple et qu'on donne la parole au peuple. Voilà un exemple concret où il serait bon qu'on donne la parole aux Camerounais pour savoir est-ce qu'ils veulent qu'ils continuent à être leurs serviteurs. Et tout de même, le chef de l'État a déclaré qu'il s'est dit attentif aux sollicitations de ses militants pour le scrutin à venir. C'est déjà un indice qu'il sera à nouveau candidat. Oui, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il est le président de la République. Il n'est pas seulement le responsable d'un parti parmi les partis politiques au niveau du Cameroun. Et dans un discours comme celui-là qui est autant solennel, ça ne s'appelle pas adresse à mes militants. Le discours s'appelle adresse à la nation.
qu'il s'adresse à la nation, il trouvera d'autres occasions pour s'asseoir et puis s'adresser à ses militants pour savoir est-ce qu'ils en feront leur candidat ou pas, et qu'il donne aux Camerounais la possibilité d'accepter ou pas, parce que ce n'est pas son parti seulement qui élit le président de la République. Et le pays qui a créé aussi la surprise, c'est le Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, n'aura pas évoqué les élections dans ses vœux de Nouvel An. Oui, il en avait déjà parlé auparavant, donc tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement qu'on ait un calendrier, qu'on ait un deadline, les élections auront lieu avant, parce que souvent c'est ce qui est fait, il est difficile de dire les élections auront lieu à telle date en donnant une date de façon précise. Des précisions précise. Qui ont manqué et qui ont suscité des réactions. Oui, mais est-ce que c'est un oubli? C'est pas évident. Peut-être il considère qu'il en avait déjà parlé. Il y a un processus qui est en cours, il n'a pas trouvé nécessaire de revenir là-dessus. Pour moi, ce qui est important ici, il reconnaît qu'il y a un besoin d'organiser des élections au Mali. C'est-à-dire un retour à l'ordre constitutionnel, pour utiliser une autre expression. Mais pour moi, c'est extrêmement important et tout le monde sait que c'est ce que les politiques maliens réclament depuis fort longtemps. Merci pour ce décryptage. Merci à Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis et bonne année à tous.